Michel Faucheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des idées, maître de conférences à l'Université de Lyon et vous êtes un spécialiste de Frankenstein. Vous lui avez d'ailleurs consacré une biographie publiée aux éditions L'Archipel en 2015. Alors, je l'ai dit en introduction, Frankenstein a peut-être été un peu dépassé par les monstres d'aujourd'hui. Malgré tout, est-ce qu'il reste d'actualité ? Oui, je pense que Frankenstein reste d'actualité parce que précisément le roman écrit par Mary Shelley est devenu un mythe. Et un mythe, c'est le récit qui permet de donner sens à ce que nous vivons. Alors si je devais aller plus loin, je dirais que d'abord c'est un grand mythe scientifique parce que effectivement le monstre fabriqué par l'étudiant en sciences d'Ingolstadt, qui a pour nom Frankenstein, c'est un monstre donc fabriqué par la science à partir de morceaux de cadavres. Et c'est une création de la vie, une fabrication de la vie qui défie le pouvoir des dieux et montre en définitive les possibilités que revêt une science, la science qui va devenir la science industrielle, que caractérise la puissance. Au fond, la science dont se sert l'étudiant d'Ingolstadt, Frankenstein, ce n'est pas une science qui se limite à transformer le monde, c'est une science qui l'invente, qui le réinvente et en particulier qui est capable de donner vie, ce qui est le suprême défi, le défi prométhéen par excellence. On va voir comment ce mythe peut éclairer l'actualité d'aujourd'hui. J'accueille aussi Panteleimon Giannakopoulos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre responsable des soins à Curabilis, cette prison-hôpital où sont placés donc des détenus dits dangereux, des psychopathes, des criminels, des personnes qui souffrent de troubles de la personnalité, de pathologies psychiatriques. Est-ce que dans cet établissement, vous avez affaire à des monstres ? Je ne dirais pas cela. Je dirais qu'il y a une différence et une similitude par rapport à ce qui a été décrit pour Frankenstein. La différence, ça a été dit, c'est qu'on parle de quelque chose qui se passe dans la tête. On parle véritablement d'une absence de bienveillance. C'est très différent par rapport à un référentiel sur le corps. Les personnes qu'on soigne dans les prisons hôpitaux sont des gens comme nous. Ils n'ont pas de difformité physique. Ils n'ont aucune difformité physique. La crainte est née de leur esprit et de la déviance de leur esprit. Le deuxième élément, là, il y a une similitude, c'est le sentiment d'exclusion. Et je dirais que ce sentiment d'exclusion peut grandir, pas seulement à l'intérieur d'une prison hôpital, mais peut grandir dans les milieux de détention, peut grandir aussi dans la communauté. Ce n'est pas sans inquiétude qu'on voit aujourd'hui comment les limites entre la maladie mentale et la dangerosité dans la cité commencent à devenir très perméables. Et comment on se pose la question à chaque fois, est-ce qu'une personne qui souffre dans sa tête peut devenir de manière impulsive très dangereuse pour la communauté ? Quelque part, Frankenstein, c'est aussi cette souffrance, peut-être pas mentale, mais morale. C'est ça qui est dit, en tout cas dans la séquence d'introduction. C'est ça qui le pousse à devenir dangereux. Oui, le monstre, la créature, puisqu'elle n'a pas de nom, de Frankenstein, devient monstrueuse, certes parce qu'elle possède à la base une difformité physique, mais d'autre part parce qu'elle est exclue, comme il a été dit dans l'introduction, exclue lorsque, aidant la famille de Lacé, précisément, elle se trouve repoussée, lorsque la famille s'aperçoit de son apparence. Et effectivement, l'histoire de Frankenstein, c'est l'exclusion, l'errance d'un être devenu monstrueux au regard des autres hommes qui, par là même, se trouvent poussés au meurtre, à la violence. Donc l'exclusion sociale favorisant précisément la monstruosité au sens où la monstruosité peut se caractériser par le meurtre, l'assassinat, etc. Mais si je puis me permettre, il y a aussi une autre dimension qui peut-être peut faire un pont avec la dimension psychiatrique de la question que vous évoquez, c'est que, en définitive, ce monstre qui est fabriqué par Frankenstein, c'est à bien des égards, d'abord, surtout peut-être, un monstre intérieur. Le monstre que nourrit Mary Shelley en elle-même, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire que Mary Shelley, par un processus d'identification, va se penser comme elle-même quelque part un peu monstrueuse. Elle va se penser comme née d'une mère décédée rapidement, peu de jours après sa naissance, et en quelque sorte faite
de la mort de sa mère. Elle est une morte vivante qui possède en elle une part du cadavre de sa mère. Elle-même est faite de morceaux de cadavre. Et c'est si vrai que cette obsession de la mort va se retrouver lorsqu'elle va rencontrer Shelley, dont elle deviendra plus tard l'épouse. Eh bien, ils vont se faire leur déclaration mutuelle d'amour devant la tombe de la mère au cimetière Saint-Pancras à Londres. C'est macabre. Mais il y a quand même un élément assez important, c'est la prédominance qu'on appellerait en psychiatrie de la pulsion de mort. C'est-à-dire cette recherche autour de la disparition, du négatif. Alors, c'est vrai que, probablement, comme jamais les dernières années, la question de l'existence du mal comme entité indépendante de la folie ne s'est posée avec une telle acuité comme les dernières années. Mais pourquoi ? Mais probablement parce que, pendant de longues années, on avait une dichotomie beaucoup plus claire qui était liée au sens. On considérait qu'il y avait d'un côté, et c'était la discussion qu'on avait juste avant, il y avait d'un côté les gens privés de raison, les personnes qui souffrent d'une maladie mentale, et que ces personnes-là peuvent à un certain moment perdre le sens. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir les gens qui pourraient intentionnellement faire du mal, mais qui gardaient par certains aspects un sens qui leur était propre, le sens de nuire. Après un certain moment, avec l'affaiblissement de la notion du sens dans nos sociétés les dernières années, on se retrouve dans un flou qui devient une vraie diffusion d'identité. Donc, par exemple, on traite des personnes pour lesquelles on peut les imaginer faire du mal tout en étant des patients psychiatriques et tout en gardant une notion de sens. Ils ne perdent pas, la folie n'est plus uniquement la perte de sens. Mais, que je vous comprenne bien, alors aujourd'hui, la monstruosité dans notre société est créée peut-être par une perte de sens de la collectivité. Je pense que la perte de sens joue un rôle très important sur la création de la nouvelle monstruosité. Mais oui. Oui, Michel Faucheux. Et ceci nous ramène de plein pied à Frankenstein, car le roman, c'est l'histoire d'une errance ou d'une double errance, celle du créateur, celle de la créature, le créateur se disant « mais qu'ai-je fait ? Quel est le sens de l'expérience que j'ai menée à son terme ?» et le monstre se disant « mais qu'est-ce que je fais là ? Quel est le sens de ma vie ? Moi, que l'on exclut, moi à qui l'on refuse une compagne. » Bref, et le roman, d'ailleurs, c'est une errance au pôle Nord, en Suisse, en Angleterre, en Écosse, etc. Eh bien, en cela, il est aussi un texte très moderne, qui dit, au fond, la solitude d'un monde désenchanté dans lequel se trouve Frankenstein, qui est toujours le nôtre. Au fond, nous errons à la surface d'un monde privé du sens ancien, dans lequel nous essayons de trouver un sens nouveau, signification et direction, mais avec beaucoup de mal. D'autant plus que ce monde-là, il n'est plus un monde fixe, terrestre, enraciné. Il est un monde, comme dit le sociologue Zygmunt Bauman, flottant, dans lequel nous naviguons, peut-être comme si nous avions embarqué dans une nef des fous, pour faire le pont avec ce que vous dites. Oui, je pense que là, quand je parle d'absence de sens, c'est effectivement ce type de diffusion qui fait qu'à un certain moment, on a l'impression d'être tangué. On n'a plus les mêmes modèles d'identification. On n'a plus les bonnes catégories pour penser les choses. Enfin, de dire, on a compris quand même que ce qui crée un peu le monstre, c'est l'exclusion sociale, c'est peut-être aussi une histoire personnelle, familiale. Vous le disiez, Frankenstein, il est né de l'esprit d'une femme qui avait des problèmes avec ça. Peut-être que ça peut aussi jouer l'histoire familiale dans les personnes que vous soignez. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas où les ranger, on ne sait pas comment les traiter, du coup, aujourd'hui. C'est-à-dire que le vrai problème pour ces personnes peut être un problème dans leur famille, dans ce qu'ils racontent au niveau de la société, mais aussi un problème par rapport à des modèles d'identification. Pour grandir, il faut qu'il y ait une limite ou une idée face à laquelle on va se révolter ou qu'on va épouser.
Typiquement, alors, pour les terroristes, un islam dévié et déviant. C'est bien là, et la vraie question à laquelle on a à faire face aujourd'hui. Quand on parle de terrorisme, on parle d'une action politique. On parle aussi d'une volonté à un certain moment d'intimider. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quelque chose de très différent. Ce n'est pas seulement les actes terroristes en tant que tels, c'est le fait que des personnes qui se retrouvent existentiellement désorientées épousent un modèle, le premier qui leur est offert, dans une société qui est en perte de repère. Alors, on voit parfois des situations de passage à l'acte qui ne sont pas liées à une structuration d'esprit terroriste, mais tout simplement, c'est du bric et broc. C'est des personnes qui se retrouvent comme ce qui a été décrit avant par rapport à Frankenstein, c'est-à-dire il y a l'amalgame de l'exclusion sociale, il y a l'amalgame de la difficulté de retrouver ses racines et sa famille, et puis le fait qu'ils errent dans un monde sans une idéologie qu'ils peuvent véritablement épouser, sans un vrai projet de vie, sans sens. Et donc, le premier prophète ou pseudo-prophète devient la regula veritatis, devient le point de référence sur lequel il se tourne. Michel Faucheux, vous êtes historien des idées. Vous avez l'impression qu'on est un peu à la fin des idées, justement, qu'on est dans un monde qui n'en a plus. En tout cas, idées au sens, si vous voulez entendre par là, idéologie constituée comme celles qui ont structuré le 19e ou le 20e siècle, socialisme, communisme, capitalisme. Oui, bien sûr, nous sommes sortis de là. Mais la fin des idéologies n'est pas la fin des idées. Je veux dire, il y a des idées diffuses. Et je pense que, précisément, l'un des grands enjeux philosophiques, politiques, métaphysiques, c'est, comme on le disait, de redonner du sens dans ce monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes, effectivement en perte de repères, un monde aussi, à mes yeux, nouveau. Un nouveau monde, comme on disait au temps des grandes découvertes, à ceci près qu'on est dans un nouveau monde où les idéologies ne sont plus constituantes de l'individu, où précisément l'innovation technique redistribue les relations sociales, la politique, l'économie, etc. Nous sommes dans un nouveau monde et l'urgence philosophique, métaphysique, politique, comme je disais, c'est précisément de penser ce monde-là, bref, de lui donner du sens, ce qui a pour conséquence de structurer les individus. Or, nous sommes dans une société qui abandonne des individus, les laisse à la dérive dans un monde nouveau, inconnu pour nous tous, et privé de sens. En 15 secondes, parce qu'on doit conclure, M. Giannakopoulos, voilà, vous êtes dans le concret avec ces personnes. Alors, à part les idées, concrètement, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Je pense que ça rejoint tout à fait ce qui a été dit avant. C'est-à-dire, d'une part, on travaille sur les racines, sur là où ils viennent. On travaille bien évidemment sur la société, l'exclusion, sur là où on peut les amener à aller. Mais il nous faut en même temps leur donner une main et pouvoir les accompagner pour éviter leur exclusion, mais aussi pour leur donner un sens. Et le premier sens qu'il faut pouvoir leur donner, c'est celui de la présence de l'autre. C'est qu'ils puissent comprendre que l'autre existe en tant qu'être humain, qu'être affectif. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je signale que l'exposition Frankenstein, créé des ténèbres, est à voir à la Fondation Baudemer à Genève jusqu'au 9 octobre. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou nous laisser un message sur notre page Facebook.